La liberté d'expression est un principe ancré au cœur de nos démocraties. Nous n'avons jamais autant pu nous exprimer librement et pourtant, nous avons l'impression que communiquer ses idées n'a jamais été aussi complexe et risqué. Est-ce que la liberté d'expression est vraiment aussi mise à mal qu'on l'imagine? On en discute aujourd'hui avec Judith Lucier, qui est chroniqueuse, autrice et journaliste, et qui s'est penchée sur le phénomène de la cancel culture, ou autrement dit, la culture de l'annulation. Bienvenue tout le monde à Angle mort. Judith Lucier, bonjour, bienvenue à Angle mort. Bonjour. Judith Lucier, dans l'un de tes précédents ouvrages, tu t'es penché sur le cas de la liberté d'expression. Tu semblais avancer l'idée selon laquelle, finalement, la liberté d'expression, dans l'imaginaire québécois, semble être menacée. Tu t'es donc posé la question, est-ce que cette liberté d'expression-là est véritablement menacée? Et est-ce que le militantisme, et plus largement le cyber-militantisme, est la cause de tout ça? Ouais. Dans ton plus récent ouvrage qui s'intitule « Annulé », je me pose encore cette question-là. Tu poses encore cette question-là et tu sembles dire que là, l'impression semble s'être amplifiée davantage, probablement sous l'effet de certains politiciens, certains chroniqueurs, qui vont même dire que c'est probablement à cause du soi-disant mouvement woke qu'aujourd'hui, on doit craindre pour la liberté d'expression. Est-ce que selon toi, cette impression-là qui est répandue en société, est-ce qu'elle correspond à une réalité sociale tangible? Bien, c'est difficile à dire que c'est un danger réel, mais c'est un danger aussi de dire que ça n'existe pas. Donc, moi, je me suis intéressée à la cancel culture, puis dans mon précédent livre, ça s'appelait « On ne peut plus rien dire ». Donc, ça s'attaquait à cette idée-là selon laquelle souvent on entend les gens dire « Ah, c'est rendu qu'on ne peut plus rien dire parce qu'on va se faire ramasser sur les réseaux sociaux ou on ne peut plus dire tel mot parce que là, c'est rendu offensant. » Puis, donc, je me suis posé la question, puis avec le concept de cancel culture qu'on entend de plus en plus parler, bien, ce qui m'intéressait de savoir, c'est comment on a érigé ça, en fait, en espèce de panique. Comment on a présenté ce phénomène-là depuis 2 ans environ comme une menace à quelque chose qui nous est cher, qui est la liberté d'expression. À une période de la société où on n'a jamais pu autant s'exprimer. Avec les réseaux sociaux, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut donner son opinion sur les réseaux sociaux. Pas juste avant, c'était les journalistes, les politiciens, les personnalités publiques, avant ça encore, les curés. Mais maintenant, de plus en plus de strates de la population peuvent s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et bien, c'est toute cette espèce de partage de l'espace discursif qui fait en sorte que, bien, effectivement, on ne peut plus rien dire, dans le sens on peut plus s'exprimer sans que les gens nous répondent. Ça se peut que on dise des choses qui sont offensantes, puis que les gens nous disent, bien ça, ce que tu as dit sur les homosexuels ou sur les personnes grosses ou sur les personnes trans, bien c'est offensant, ou ça peut être reçu de telle façon. Puis après ça, on peut en discuter, mais ça fait en sorte que les gens sont pris en défaut, ils sont inconfortables, ils ont peur de commettre des impairs, on a l'impression de marcher sur des œufs. Puis effectivement, bien, ça donne cette impression-là, ce sentiment-là qu'on ne peut plus rien dire, puis que mais c'est pas d'hier qu'il y a cette impression-là que la rectitude politique nous empêcherait de nous exprimer. C'est assez classique, en fait. On appelle ça une panique morale parce que c'est un phénomène qui s'observe, qui n'est pas fantasmé, qui est réel, mais qui est amplifié par les médias, par les politiciens, à des fins politiques, de manière à identifier un coupable, un bouc émissaire. Dans certaines paniques morales, ça a été, par exemple, les gays durant la crise du sida dans les années 80, les punks à une certaine époque, les jeux vidéo quand il y a eu des tueries dans les écoles. Et aujourd'hui, ben, c'est les militants, les woke. Dans mon précédent livre, on les appelait les social justice warriors. Donc, des gens qui militent pour des causes sociales. Et là, on présente, puis souvent, c'est des jeunes. Souvent, c'est des Afro-Américains ou des Afro-descendants. Et on identifie ces gens-là comme une menace à la liberté d'expression en général. Donc, il faut nuancer ça. C'est un phénomène, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais qui est amplifié
par les médias. Puis une fois qu'il est amplifié par les médias, ben, il y a une panique qui s'installe, donc ça crée un émoi. Donc les médias sont encouragés d'en parler davantage parce que ça vend de la copie, ça vend des... ça crée des articles ou des reportages qui sont sensationnalistes. Et ben, donc, ça fait un cercle vicieux où on entretient une peur qui est peut-être exagérée. Donc, paradoxalement, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est qu'on n'a jamais eu autant de moyens de s'exprimer, mais paradoxalement, on sent aussi que notre positionnement ou le fait d'évoquer certaines de nos idées, ça nous apparaît aujourd'hui plus complexe que Oui. jamais. Et je vous entendais justement parler du concept de panique morale, Oui. emprunté de certains Stanley Cohen, sociologue. Est-ce que c'est possible pour vous de mieux décrire qu'est-ce que c'est exactement que la panique morale? Et est-ce que c'est suffisant de définir la culture de l'annulation comme étant simplement un symptôme de la panique morale, ou est-ce qu'il faut y voir aussi un symptôme de quelque chose d'autre? Ben, je vais expliquer c'est quoi la panique morale. En fait, ce que Stanley Cohen explique, c'est que une panique morale, c'est quand une problématique est amenée dans l'espace public et nous est présentée de manière simplifiée et de façon à peut-être nous détourner des vraies causes. Puis je donnais l'exemple de la crise du sida. Ben, durant les années 80, il y avait plusieurs personnes qui mouraient d'un virus méconnu. On ne savait pas comment ça se transmettait et rapidement, on a identifié les homosexuels et les consommateurs de drogues injectables comme étant les grands coupables de ce fléau de la santé-là. Donc, ça a fait en sorte que les homosexuels qui étaient déjà et les utilisateurs de drogues injectables qui étaient déjà des personnes marginalisées dans la société, donc qui étaient très vulnérables déjà à cette époque-là, nous ont été présentés comme des boucs émissaires, comme des gens encore plus épeurants que ce qu'ils représentaient à l'époque et comme étant les responsables là, d'un mal social important. Ça peut être, par exemple, les musulmans après le 11 septembre. Après le 11 septembre, il y a eu toutes sortes de craintes contre le terrorisme. On avait peur. Et donc, tous les musulmans, pas simplement les personnes faisant des actes terroristes, étaient identifiés comme une menace potentielle. Et on omettait de mentionner que la plupart des actes terroristes sont faits par des personnes blanches. Donc, c'est une façon de simplifier un problème pour le rendre facilement compréhensible par la population et identifier une solution simpliste pour laquelle les gens vont vouloir voter, essentiellement. Donc, il y a une récupération politique, sauf que ce que Stanley Cohen dit, c'est que c'est pas parce qu'une panique morale est amplifiée par les médias ou parce que c'est un problème qui a été gonflé ou qu'il ne faut pas en tenir compte. L'anxiété de la population, elle est réelle, il faut en tenir compte. Donc, en ce moment, il y a une anxiété réelle à propos de la cancel culture. Il y a des profs d'université qui ont peur d'être censurés. Il y a des personnalités publiques qui ont peur d'être accusées à tort. Il y a des personnes, monsieur, madame, tout le monde, qui a peur de perdre son emploi s'il commet une faute. Donc, il faut rassurer ces gens-là, puis aborder les vraies questions, puis aborder le vrai problème à la source, au lieu de brandir un épouvantail qui est une fausse menace, puis une fausse solution à un vrai problème. Une thèse qui est intéressante dans Annuler, c'est de démontrer que dans le fond, les cas qui sont généralement répertoriés dans les médias, qu'on attribue à la cancel culture, en sont peut-être pas dans les faits. Ouais. C'est ce que vous essayez de démontrer notamment. Il y a une phrase super intéressante, là je vous paraphrase, mais vous dites qu'à force de crier à la censure, on va finir par faire taire des voix qui sont nécessaires et donc en quelque sorte reproduire la domination de laquelle on cherche à s'émanciper. Est-ce que vous pourriez développer sur cette phrase-là, puis me dire qu'est-ce que ça veut dire exactement, puis quelles sont ces voix qu'on cherche à faire taire mais qui seraient nécessaires? Bien, il y a plusieurs exemples qui nous ont été présentés comme une forme de cancel culture, de culture du bannissement, où en fait, ce qui se passait, c'était des gens bien intentionnés critiquaient une initiative ou critiquaient, je vais donner l'exemple
l'Association des libraires qui a donné une tribune à François Legault, notre premier ministre, en lui disant, lui demandant de partager ses lectures préférées. Puis parmi les lectures, il y avait un essai de Mathieu Bock-Côté qui avance des thèses qui sont débattables, qui sont controversées. Et il y a des personnes du milieu littéraire qui ont écrit sur la page Facebook de l'Association des libraires, qui ont formulé des critiques légitimes dans lesquelles ils disaient, ils questionnaient en fait l'idée de donner premièrement une tribune au premier ministre qui n'en manque pas, là, pour partager ses lectures et notamment une lecture qui était questionnable ou qu'on pouvait critiquer. Et la réponse de l'Association des libraires a été de retirer la liste de lecture. Donc, rapidement, on a crié à la censure. Et les personnes qui avaient critiqué l'initiative de départ disaient, mais nous, on n'a jamais... On les accusait d'avoir été, en fait, à l'origine de cette censure-là. On les a traités d'ayatollahs, de censeurs. Mais ces personnes-là disaient, nous, à la base, on ne voulait pas censurer le premier ministre ou Mathieu Bock-Côté, on ne veut pas mettre de livres à l'index, on veut simplement pouvoir critiquer ces initiatives-là, puis pouvoir en discuter en société, puis en débattre. Et on passe pour celles qui ne veulent pas débattre, qui veulent censurer, mettre à l'index. Donc ça nous est présenté comme un cas de cancel culture, mais qu'est-ce qu'on proposerait comme solution? Que les personnes qui émettent des critiques ou des réserves ou des questionnements n'en émettent plus, ne critiquent plus. Donc, c'est à leur liberté d'expression, dans le fond, qu'on s'en prend. Donc, il faut faire attention. Puis, moi, dans toute la rédaction de cet essai-là, j'ai essayé de comprendre un peu les dynamiques de pouvoir dans chacune de ces situations-là. Qui a du pouvoir, qui essaie de préserver son pouvoir, qui essaie d'en obtenir. Et donc, souvent, ceux qui partent avec plus de pouvoir ont plus de capacité de faire comprendre leur agenda idéologique et de nous présenter qui sont les bons et les méchants dans une histoire. Puis dans ce cas-là, bien évidemment, c'est sûr que c'est le premier ministre qui avait plus de pouvoir puis qui s'est présenté un petit peu en victime de cette situation-là. Mais pour moi, dans cette histoire-là, la liberté d'expression n'était pas réellement menacée parce que rapidement, il y a eu un consensus à l'idée que, ben non, il ne faut pas censurer la liste de lecture du premier ministre. Il faut, au contraire, il faut pouvoir en débattre. Et pour pouvoir en débattre, il faut qu'il y ait un espace de dialogue. C'est intéressant justement que vous abordiez la question des luttes de pouvoir, des rapports de pouvoir, parce que souvent dans l'espace public, on a l'impression que c'est essentiellement des gens de droite qui se font critiquer dans les universités ou dans les médias, alors que ce n'est visiblement pas nécessairement le cas. Puis à cet égard-là, selon vous, pourquoi on a cette impression-là? Est-ce que c'est justement à cause que c'est des gens en situation de pouvoir qui finalement finissent par instrumentaliser un espèce de mécontentement, l'utiliser finalement à leur avantage pour propager une certaine idéologie? Est-ce qu'il y a littéralement cette idée-là, dans le fond, derrière votre thèse? Mais c'est complexe à décortiquer parce qu'il faut faire des analyses, tu sais. Puis même, moi, je me suis penchée sur des analyses qui ont eu lieu aux États-Unis, mais au Québec, on a peu de données. En fait, on a l'impression que les universités sont dominées par la pensée de gauche, ce qui n'est pas tout à fait le cas. C'est plus nuancé que ça. Évidemment, les étudiants, traditionnellement, sont plus généralement à gauche parce que ben, la gauche, ça reste une idéologie associée à la jeunesse. En vieillissant, apparemment, qu'on devient plus conservateur. Bon, c'est une tendance lourde en sociologie. Ou pas. Hein? Ben, ou pas, espérons-le. Ou pas, c'est pas irrémédiable, on n'est pas obligé. Restez avec nous autres, la gang. Mais donc, on a cette impression-là que dans les universités sont dominées par la gauche. Mais en fait, quand on regarde aux États-Unis, par exemple, les statistiques sur les différentes manifestations du bannissement ou de l'annulation, c'est à peu près égal. Il y a des annulations d'événements, de conférences, des renvois de professeurs à gauche comme à droite. Par contre, quand on tient compte des universités confessionnelles aux États-Unis, évidemment, les cas de censure à gauche, de la gauche, en fait, par la droite, dominent largement. Et quand on regarde différentes manifestations de censure, là, on voit que, en fait, la droite a plutôt tendance à canceller la gauche. C'est juste que c'est plus insidieux parce que
Dans les universités, par exemple, on va calculer le nombre de fois où des étudiants ont demandé l'annulation d'une conférence, désinviter un professeur, désinviter un conférencier. Et ça, ce sont des événements spectaculaires. Ce qu'on mesure moins, c'est les fois où des donateurs retirent des fonds, des recteurs prennent des décisions unilatérales, des professeurs qui sont dans des postes plus sécuritaires, donc des postes permanents, restent à leur poste parce ils ont leur permanence, justement, ils sont moins vulnérables que, par exemple, des chargés de cours. Et là, on voit que la tendance est complètement différente. Puis je pense aussi qu'il y a une certaine habitude, on est plus habitué à voir la droite censurer la gauche, si bien que c'est un peu banal, tandis que c'est plus spectaculaire quand la gauche parvient à censurer la droite. Et donc, on le remarque peut-être plus parce que la droite a tendance à être associée au pouvoir. Ça passe un peu plus comme, oui, ben l'ordre normal des choses, en fait. Donc, c'est moins surprenant. Puis, justement, la gauche s'étonne de ça bien souvent. Tu sais, quand la gauche réagit très fortement quand elle voit des initiatives de gauche qui dirigent à la censure parce que ben, c'est pas dans sa nature. Il y a une autre phrase qui m'a particulièrement interpellé dans cet écrit-là. Vous dites que la culture de l'annulation, le concept de culture de l'annulation, il ne doit pas être abattu, il doit être déconstruit. Qu'est-ce que ça signifie exactement, cette idée-là? Et d'autre part, est-ce que selon vous, il y a la possibilité de penser une nouvelle éthique de la discussion? Une éthique de la discussion peut-être plus responsabilisante, justement, dans l'espace public, où les gens pourraient discuter d'affaires publiques, d'enjeux sociaux, mais de manière plus respectueuse, sensée puis éclairée. Est-ce que c'est encore possible? Bien, je vais commencer par répondre à la première question. Pour moi, le concept est à déconstruire parce que il nous a été présenté bien souvent par les médias ou par la droite comme étant un nouveau concept, alors qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ça a toujours existé des batailles pour dominer l'espace discursif. Ça nous a été présenté comme un concept imputable aux mouvances sociales sur les réseaux sociaux associées à la gauche. Donc, ça nous a, justement, ces temps-ci, on dit c'est la faute des woke. C'est les woke qui veulent nous brimer notre liberté d'expression. On ne va pas se laisser avoir par une poignée de militants radicaux. Souvent, c'est ça le discours qu'on va entendre. Alors qu'en fait, ce concept-là existe dans toutes les sphères politiques, dans tous les spectres idéologiques. Il y a des gens à droite qui essayent de faire dominer leur agenda idéologique, qui veulent censurer des initiatives qui ne leur plaisent pas. Ils ne s'en rendent pas compte parce que ça ne les choque pas, parce que eux, ça correspond à leur agenda idéologique. Mais il y a des personnes très à droite qui, effectivement, quand ils entendent que par exemple, une organisation comme Tel Jeune veut apprendre aux jeunes quel est le privilège blanc. C'est quoi le privilège blanc? Bien, ils sont choqués de ça, puis ils veulent annuler cette initiative-là, par exemple. Donc, je pense quand je dis qu'il faut la déconstruire, je pense que le concept est intéressant. Il faut juste peut-être chercher... on a identifié des boucs émissaires bien commodes, bien simples, donc les woke, les jeunes, les militants pour la justice sociale, mais en fait, c'est plus complexe que ça. Il y a peut-être d'autres coupables à identifier, mais notamment les réseaux sociaux. Puis je ne veux pas dire les réseaux sociaux, c'est tout mauvais. Évidemment, ça nous a apporté beaucoup de bienfaits. Ça a permis à plusieurs enjeux sociaux d'être mis sur la table. Les réseaux sociaux ont apporté des courants comme MeToo, comme Black Lives Matter, mais ont aussi amené une nouvelle façon de communiquer. Puis on mesure à peine l'effet des algorithmes sur notre façon de discuter. Puis justement, ben c'est ça qu'on devrait peut-être questionner pour élaborer une nouvelle éthique de discussion qui tiendrait compte de nos réactions sur les réseaux sociaux, de notre façon de nous comporter sur les réseaux sociaux, mais surtout de l'influence des réseaux sociaux sur notre façon de nous comporter puis de communiquer. Les algorithmes font en sorte qu'on a tendance à se polariser parce que plus une nouvelle est choquante, plus elle sollicite des émotions comme la peur ou la colère, plus elle va avoir tendance à être virale parce qu'on va être motivé, ça va nous affecter, mais on va être motivé à la partager
On ne va pas partager une nouvelle qui est banale ou qui dit « il fait beau aujourd'hui, je suis de bonne humeur ». Donc, puis l'algorithme est friand de ça parce que plus on passe notre temps sur les réseaux sociaux, plus les réseaux sociaux ont notre attention, plus ils peuvent vendre de la publicité et faire des profits. Donc, ils ont un intérêt à nous maintenir dans ce cycle-là. Je vous entendais dans une entrevue très récente que vous avez faite avec Louis T dire que le travail d'ébauche de ce livre-là a été presque anxiogène parce que ça vous a un peu amené à vous-même vous questionner sur, bon, est-ce que moi-même je devrais être censuré? Est-ce que moi-même dans ma pratique, est-ce que je reproduis en quelque sorte la barbarie de laquelle je cherche à m'affranchir? Dans quel sens ce travail rédactionnel-là, ça a changé votre perspective sur votre pratique, votre manière de vous exprimer dans l'espace public? Les soulèvements sur les réseaux sociaux, le tribunal populaire, les joutes auxquelles on prend part parfois sur les réseaux sociaux, c'est grave. Ça peut avoir des conséquences excessivement graves sur la vie d'une personne, sur sa capacité à trouver un emploi. Je me suis demandé, moi, si je m'étais inscrite dans ces dynamiques-là où on se met à plusieurs pour harceler quelqu'un, finalement, quand il dit quelque chose de dérangeant ou de problématique. Je me suis demandé si moi, j'étais dans une situation où, pour une raison X, je commettais quelque chose, je disais quelque chose dans cette entrevue-là, banale au cégep de Lévis, puis ça se retrouvait sur les réseaux sociaux, puis 10 ans plus tard, les valeurs ont changé, puis ce que je dis, c'est épouvantable. Est-ce que je vais moi-même être cancel? Est-ce que je vais tout perdre? Puis tu sais, ça peut devenir... On s'identifie, c'est assez facile de s'identifier à une situation. Bon, vous êtes professeur, je suis certaine que vous avez été sensible à ces cas de professeurs qui ont été suspendus pour avoir prononcé certains mots. On s'identifie à des gens qui nous ressemblent. L'être humain a tendance à faire ça naturellement. Donc oui, c'était anxiogène. Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis remis en question. C'était ça aussi l'objectif du livre. Compte tenu de mon précédent essai, on ne peut plus rien dire. On me demandait souvent en entrevue de m'exprimer sur la cancel culture. Je trouvais que le phénomène avait évolué de sorte que je voulais moi-même me faire une tête sur ce sujet-là, puis savoir où est-ce que je me situais. Puis je trouve ça important, quand on entreprend ce genre de démarche intellectuelle-là, d'être capable de se remettre en question. Puis c'est vraiment ça que j'ai essayé de faire avec ce livre-là. Donc, toutes les pierres, je les ai soulevées, puis je me suis demandé, moi, ça a été quoi mon rôle dans ça, est-ce que j'ai participé à l'occasion à un climat toxique? Donc, en toute humilité, je pense avoir fait un exercice assez honnête. Puis en conclusion, Judith Lucier, est-ce que l'avenir de la liberté d'expression est radieux aussi au Québec ou est-ce qu'on a à s'en préoccuper? Bien, on va toujours avoir à s'en préoccuper. Par contre, je sais qu'on est très attaché à la liberté d'expression. Je ne suis pas inquiète qu'on va l'échapper. Je comprends qu'on soit vigilant, c'est important de l'être, mais en même temps, c'est important de constater qu'on est soucieux de la liberté d'expression. On vient de sortir d'une épopée judiciaire de 10 ans à savoir si Mike Ward avait le droit de faire des jokes sur Jérémy Gabriel. Et on a pris cette question-là au sérieux. On l'a analysé. Il y a eu 3 tribunaux qui se sont penchés sur cette question-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. On a peur que ça nous échappe parce que, évidemment, toutes les plus grandes dystopies nous montrent, que ce soit Fahrenheit, mon Dieu, le chiffre 451, que ce soit Big Brother, Le meilleur des mondes, le meilleur des mondes, 1984, tout ça, ce sont des dystopies où on voit que la liberté d'expression est fragile, elle est en péril. Le passé nous a montré comment, dans une dictature, quand la liberté d'expression est menacée, tout fout le camp, la société, le vivre ensemble, tout ça est tributaire de la liberté d'expression. Donc, c'est super important. Je pense qu'on est assez vigilant, puis c'est important justement qu'on ait des discussions en profondeur là-dessus pour s'assurer qu'on ne va pas la perdre. Judith Lucier, ça a été un plaisir et un privilège. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Plaisir partagé, merci.